Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour Catherine Bonjour. et bonjour Tania. Bonjour. Donc on va attendre quelques minutes que tout le monde arrive et puis on commencera avec la présentation des voyages d'aujourd'hui et la conférence bien sûr de Catherine sur le Mekong. Sur le Mekong. Voilà, donc je vais brancher mon micro. Alors attendez, tout le monde m'entend bien? Ah, bah voilà, voilà, très bien, super. Donc, écoutez, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur le Mekong. Quelle jolie région, n'est-ce pas, Catherine? Merveilleux. Alors moi, je suis le chef de produit sur l'Asie du Sud-Est. Donc, avant que Catherine ne commence sa conférence, on va vous présenter très rapidement en fait quelques voyages sur la zone. Donc, je vais essayer de m'en sortir en fait avec la technologie. Alors, sur cette jolie région, nous avons en fait plusieurs voyages intéressants donc sur la zone. Un voyage Vietnam-Cambodge en fait, qui est un combiné des deux pays où on découvre tous les sites clés du Vietnam, du nord au sud, et on termine bien évidemment sur le site d'Angkor, qui est pour nous, enfin je suppose Catherine, l'un des plus beaux sites archéologiques au monde. Bien sûr. Voilà, un très très beau circuit. Ensuite, alors on a un circuit qui est un petit peu plus long, en 17 jours, qui nous permet de découvrir je dirais, les perles, on va dire, de la péninsule indo-chinoise, en commençant effectivement par Luang Prabang, ensuite à nouveau le Vietnam, du nord au sud, de Hanoï, Bay Dalong, les jolies villes de Hue et de Hoi An au grand charme. On descend dans le sud du Vietnam pour découvrir le delta du Mekong et on termine bien évidemment sur donc le site d'Angkor. On a un voyage au Laos. Un voyage au Laos de 13 jours. Donc là, on arrive dans le nord de la Thaïlande et on découvre le Laos par le Mekong. Donc on embarque pour une croisière de 2 jours, donc des croisières à la journée. On fait un stop dans un village-ville qui s'appelle Pak Beng, où on dort, où on passe la nuit. Mais effectivement, on a donc 2 jours de croisière complète dans le nord de Laos. Ça permet de découvrir des paysages au fil du Mekong et de découvrir tranquillement en fait toute cette zone du nord du Laos jusqu'à Luang Prabang. Ensuite, Luang Prabang, ville au grand charme, Vientiane, la capitale. On descend dans le sud du Laos pour découvrir le temple Wat Phu et faire une excursion dans les îles de Kong. Et de là, on repasse en Thaïlande, à Ubon Ratchathani, pour reprendre l'avion et revenir en France. Donc voilà, on fait une entrée et sortie par la Thaïlande. Ensuite, on a un produit donc premium, le Laos au fil du Mekong, qui est un circuit donc 11 jours. Là, on est dans une hôtellerie donc haut de gamme, des hôtels 5 étoiles de charme à Luang Prabang et à Vientiane. À Champasak, nous sommes dans un hôtel 4 étoiles au bord du Mekong, qui a également beaucoup de charme. Et là, on a du temps, on passe un petit peu de temps donc à Luang Prabang, à Vientiane. Donc on descend dans le sud pour voir donc le temple Wat Phu et une petite excursion dans les îles de Kong. Et de même, là, on passe en Thaïlande pour prendre un vol pour Paris. L'une des raisons pour lesquelles nous prenons un vol au départ de la Thaïlande, c'est qu'après le Covid, il y avait des vols paxés Bangkok, en fait. Ils vont être petit à petit remis en place, mais
depuis le Covid, en fait, on avait des vols Paxé-Bangkok via Vientiane et c'était vraiment pas très pratique. Donc, on a fait le choix de rentrer sur Paris par l'est de la Thaïlande, ce qui était beaucoup plus confortable que d'avoir un vol via Vientiane. Hein. Donc, et je crois que voilà, le dernier voyage donc que nous vous présentons dans cette sélection, donc c'est le Cambodge au-delà d'Angkor. Donc ça, c'est un voyage que Catherine connaît très bien puisqu'elle l'a accompagné de nombreuses fois. Donc c'est une découverte approfondie en fait du site d'Angkor. On découvre également les temples de Bang Mela et de Koker qui sont un petit peu moins connus. On descend ou on remonte, ça dépend des dates, mais on descend ou on remonte de Phnom Penh pour découvrir le temple Sombor Trekuk qui est en plein cœur de la jungle. Et bon, c'est un site qui est moins proposé en fait. Donc voilà, c'est un site intéressant que nous proposons dans ce voyage. Donc pour descendre sur Phnom Penh et revenir sur Paris. Et voilà. Et donc, je laisse la parole donc à Catherine pour sa conférence. Merci Tania. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce voyage au fil du Mékong. Enfin, du moins pour celles et ceux que je connais déjà. Sinon, je suis ravie de vous rencontrer pour donc ce voyage sur ce fleuve mythique. Oh, ça change beaucoup là. Donc, le nom de ce fleuve en langue thaï ancienne, Mékong, ça signifie, c'est un très joli nom, très poétique, ça signifie la mer des eaux. Donc, nous allons partir de ces sources sur le haut plateau tibétain, comme vous pouvez voir à gauche. Donc, ça se trouve en Chine. Et nous descendrons le cours du fleuve tranquillement jusqu'à son luxuriant delta que vous voyez sur la droite, par lequel donc la mer des eaux se jette dans la mer de Chine méridionale au sud du Vietnam. Le Mékong est donc un fleuve transnational, 250 millions de personnes appartenant à 100 groupes ethniques différents se partagent son immense bassin versant et le fleuve parcourt 6 pays, la Chine donc, la Birmanie ou Myanmar comme vous préférez, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et donc le Vietnam, ou du moins le sud du Vietnam. Le Mékong joue un rôle essentiel dans le développement de cette partie du monde, qui est en forte croissance économique et démographique, que ce soit pour l'approvisionnement en eau, l'irrigation pour l'agriculture, la pêche et désormais aussi pour la production d'énergie hydroélectrique avec la construction de barrages sur le fleuve ou sur ses affluents. Mais le partage de l'eau est aussi une source de vives tensions entre la Chine et désormais aussi le Laos, nous verrons pourquoi un peu plus loin, et les autres pays riverains. Donc, au cours de cet exposé, si vous avez des questions à poser, je vous remercie de bien vouloir le faire à la fin de cet exposé qui va durer environ une heure. Parce que comme ça, je pourrai rallumer le chat sur le côté et répondre à ces questions, à moins que ces questions soient plus adressées à Tania ou à Estelle. Voilà, donc, comme vous le voyez sur cette carte, le Mékong prend naissance sur le haut plateau tibétain, dans la province chinoise du Tigray, avant de traverser celle du Yunnan au sud-ouest de la Chine, où il est officiellement appelé Lansantiang, le fleuve turbulent, en raison de ses gorges profondes, de son débit impétueux et des nombreux rapides qui obstruent son cours. Autrement dit, le Mékong n'est absolument pas navigable dans la partie chinoise de son cours. Il ne deviendra navigable qu'à son entrée dans la péninsule indo-chinoise.
Après la province du Yunnan, donc le fleuve forme une courte frontière, très courte, entre la Chine et la Birmanie, avant de quitter définitivement le territoire chinois et pour couler plus ou moins nord-sud et former la frontière entre la Birmanie, Myanmar sur ma carte, et le Laos. Après environ 250 km, il est rejoint par la rivière Ruak, qui, elle, forme la frontière entre la Birmanie, Myanmar, toujours sur ma carte, et la Thaïlande. Donc, vous pouvez pour suivre le cours de cette rivière Ruak, il suffit de suivre le cours de la frontière entre Myanmar et Thaïlande. Et donc, ce confluent forme le fameux triangle d'or qui marque aussi la séparation entre le haut Mékong et bas Mékong. Donc, hydrologiquement, c'est un point important aussi. Le fleuve, au niveau de ce triangle d'or, fait une petite boucle, comme vous le voyez sur la carte. Et sur une petite cinquantaine de kilomètres, il va faire la frontière entre la Laos et la Thaïlande avant de pénétrer profondément en territoire laotien, puis un peu en amont de la capitale du Laos, Vientiane, donc il redevient la frontière entre le Laos et la Thaïlande sur une longue partie de son cours, avant de revenir vers le sud du Laos très brièvement en territoire laotien, d'où il pénètre au Cambodge. Le Mékong traverse alors le Cambodge du nord au sud, plus ou moins. Au niveau de la capitale cambodgienne, Phnom Penh, il est rejoint par le Tonlé Sap, avant de se diviser en deux bras, toujours au niveau de Phnom Penh, le Bassac et le Mékong inférieur. Ces deux bras continuent ensuite leur course vers le Vietnam, où chacun d'eux va se ramifier encore pour se jeter dans la mer de Chine méridionale par un immense delta que vous voyez bien sur cette carte. Alors, vous avez dû remarquer que soigneusement, j'avais évité de vous parler de la longueur de ce fleuve. Eh bien, c'est parce que malgré plusieurs expéditions scientifiques depuis le début du XXe siècle, la source effective du Mékong fait toujours débat. Moyennant quoi, la mesure de la longueur du fleuve varie, elle aussi, selon la source retenue, entre 4350 km et 4909 km. De fait, le Mékong naît de la confluence de plusieurs rivières sur le haut plateau tibétain, donc à très haute altitude, dans un environnement difficile, aride et quasiment inhabité. Et c'est pourquoi, malgré les expéditions, n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour déterminer laquelle des rivières de ce confluent constitue la branche principale du Mékong. Alors, l'une d'elles, le Zanak, dont la source se situe au col de Rupsala, 4975 mètres d'altitude, avait été reconnue au début du XXe siècle comme la branche principale du Mékong, ce qui nous donnait la longueur de 4350 km. Mais depuis, l'Académie des sciences chinoises a identifié une autre rivière, le Zayak, on s'en fiche un peu, qui lui, en tout cas, prend sa source beaucoup plus loin au nord, à 5225 mètres d'altitude, sur le mont Guozhongmucha. Donc, en retenant cette source à 5225 mètres d'altitude, c'est là que nous arrivons à une longueur de 4909 mètres. Je vous laisse le choix entre ces deux sources, celle au col de Rupsala ou celle sur le mont Guozhongmucha. Quant aux Tibétains, eux, ils considèrent que la source du Mékong, ou Zachu, le fleuve de pierre, comme ils nomment le Mékong, et Zasitiwa, à 4650 mètres d'altitude. Cette source, c'est celle que vous voyez à l'écran, est considérée par les Tibétains comme sacrée et donc ornée, comme il se doit au Tibet, de mâts qui supportent des guirlandes de drapeaux de prière.
En quittant le haut plateau tibétain, le Mékong pénètre dans la province chinoise du Yunnan, qui l'arrose du nord au sud. Tout au nord, il commence par former une configuration absolument unique au monde, avec deux autres fleuves, la Salween et le Yangtze, qui sont venus eux aussi du haut plateau tibétain. C'est l'ère des trois fleuves parallèles qui a été inscrite par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité en 2003. En quoi ça consiste? Eh bien, pendant 170 kilomètres, le Mékong, la Salween et l'Irrawaddy coulent du nord au sud, pratiquement en parallèle. Sur la photo à l'extrême gauche, vous voyez le Mékong au centre. À gauche ou à l'ouest, c'est la Salween, et à droite ou à l'est, c'est le Yangtze, qui, vous le voyez tout en bas à droite de la photo, avec la carte satellite, fait une première boucle, puis remonte vers le nord et fait une deuxième boucle pour repartir vers le sud et finalement terminer à l'est. Et donc, ces trois fleuves coulent pratiquement en parallèle pendant 170 kilomètres et la distance entre la vallée du Yangtze et celle du Mékong est de 66 kilomètres. La plus courte distance entre la vallée du Yangtze et la vallée du Mékong est de 66 kilomètres, tandis que seulement 19 kilomètres séparent la vallée de la Salween de la vallée du Mékong au point le plus étroit. Donc, cette configuration est unique au monde. Et ces trois fleuves ont taillé des gorges vertigineuses à travers les contreforts himalayens, et grâce aux variations climatiques liées au dénivelé important des vallées, l'aire des trois fleuves parallèles abrite une biodiversité d'une richesse exceptionnelle. On y a décrit plus de 6000 espèces de plantes, dont 200 variétés d'azalées et 230 variétés de rhododendrons, je suis très jalouse, et près de 800 espèces animales, dont certaines très rares, comme la panthère longibande ou nébuleuse que vous voyez à l'écran. Le Yunnan, qui se trouve au carrefour du monde himalayen, de la Chine et de la péninsule indo-chinoise, est peuplé d'une mosaïque d'ethnies, pour la plupart tibéto-birmanes. Dans le nord de la province, tibétains, Nassi et Bai, des tibéto-birmans en l'occurrence, avaient jadis établi des principautés commerçantes le long de ce que l'on appelait la route du thé et des chevaux, qui reliait les plantations du sud du Yunnan, les plantations de thé du sud du Yunnan au Tibet, où donc était commercialisé ce thé du Yunnan. Si ces anciens sentiers muletiers, c'était oui plutôt des mules que des chevaux, mais on l'appelle quand même la route du thé et des chevaux, si ces anciens sentiers muletiers sont plutôt réservés aujourd'hui aux randonneurs aguerris, les cités dans lesquelles ces caravanes faisaient étape se visitent toujours et présentent tout un grand intérêt culturel. Alors j'ai pris quelques exemples. À gauche, c'est la ville tibétaine de Shangri-La, Gyaltang en tibétain, qui a été rebaptisée donc Shangri-La selon le nom du roman de James Hilton. Et cette ville, donc, vous le voyez, est blottie au pied d'un monastère, le monastère de Ganden Sumseling, qui est un monastère de la secte Bonnet Jaune ou Gelugpa du bouddhisme tibétain. Donc, une ville tibétaine à gauche. Au centre, vous avez quelques vues de la capitale des Nassi, la ville de Litiang, qui est blottie au pied du mont Yulong, le dragon de jade, avec ses neiges éternelles à 5500 mètres, qui culmine à 5500 mètres d'altitude. Et enfin, à droite, vous avez des images des villes Bai de Chassis en haut et de Dali en bas.
châssis. Donc, vous voyez le théâtre sur la place principale de la ville. Et pour Dali, j'ai choisi le site des 3 pagodes à la sortie de la ville, au bord du lac Rai. Donc, des petites villes très sympas que l'on peut visiter dans le nord du Yunnan. Et ensuite, en poursuivant sa course à travers le sud, en direction donc du Yunnan méridional, le Mékong arrose ensuite une région de moyenne montagne propice à la culture du thé. En fait, avec une altitude oscillant entre 1200 mètres et 800 mètres dans les vallées, le sud du Yunnan serait même le berceau d'origine du Camellia sinensis, autrement dit le théier. De fait, on y trouve les plus vieux théiers du monde, âgés pour beaucoup de plusieurs centaines d'années, et une bourgade même, Fongting, se targue de posséder un théier de plus de 3000 ans. Bon, ça, je ne m'avancerai pas. Quoi qu'il en soit, les 2 variétés naturelles de Camellia sinensis utilisées en culture, le Camellia sinensis et le Camellia sinensis assamica, sont endémiques au Yunnan méridional, et la culture du thé y est au moins 2 fois millénaire, donc plus ancienne qu'en Chine même proprement dite. Seule la variété assamica, qui a des feuilles longues, souples et brillantes comme en haut au centre, est utilisée pour produire le fameux thé pu'er, un thé donc qui se présente compressé en nid, en galette ou en brique, comme vous voyez sur la droite. Et ce procédé de compression des feuilles de thé préalablement séchées qui entraîne une fermentation ou une post-fermentation, on dit quelquefois, à l'intérieur des dites feuilles de thé à l'intérieur des briques, des nids ou des galettes, a été inventé ici au Yunnan méridional, justement pour faciliter la conservation du thé et son transport sur la route du thé et des chevaux. Enfin, à l'extrême sud du Yunnan, la vallée du Mékong s'ouvre en une large plaine alluviale où il y a plus de 1000 ans se sont installés les Dai de Sipsongbana. Alors là, les Dai, pour le coup, ne sont pas tibéto-birmans, ce sont même les descendants d'une des nombreuses tribus Thaï originaires de Chine méridionale qui, reculant devant l'expansion chinoise, ont commencé à migrer dès les premiers siècles de notre ère vers le sud-ouest et la péninsule indo-chinoise en quête de nouvelles terres à cultiver. Les Dai appellent cette plaine fertile où ils ont trouvé un nouveau foyer, Sipsongbana, les 12 000 rizières. C'est à Sipsongbana que le Lansantiang, le fleuve tumultueux des Chinois, devient enfin Mae Nam Kong, la mer des eaux. Donc, notre nom, le nom que nous donnons à ce fleuve, commence ici, à Sipsongbana. Aujourd'hui, les Dai forment une minorité ethnique qui compte environ, en Chine, qui compte environ 1,5 million de personnes. Culturellement et linguistiquement, ils sont très proches des Taïlus ou des Lao du Laos, des Shan de Birmanie ou des Siamois de Thaïlande, enfin des Thaï-Siam, disons les Siamois, pour utiliser l'ancien nom des Thaïlandais. Les Dai pratiquent le même bouddhisme Theravada, bouddhisme du petit véhicule. Ils utilisent le même type de métier à tisser, vivent dans le même type de maison sur pilotis, et comme leurs cousins Thaï, Lao ou Shan, les Dai domestiquent les éléphants et célèbrent le Nouvel An, la fête de l'eau, les 13, 14 et 15 avril. Par ailleurs, les forêts du Sipsongbana abritent une très riche biodiversité, dont environ 300 éléphants sauvages, qui sont protégés donc en Chine par des lois très très strictes, mais qui en pratique rencontrent quand même des difficultés d'adaptation, car les espaces naturels se réduisent
pas seulement du fait de l'homme et de l'extension des cultures, mais aussi de l'implantation des barrages très nombreux en Chine sur le Mékong, qui créent d'énormes retenues d'eau. Rien que dans la région de Sipsongbana, il y a 2 grands barrages qui ont été mis en service récemment, et on pense que c'est l'implantation et la mise en eau de ces 2 barrages qui ont entraîné, vous voyez là, ce groupe d'éléphants qui se promènent en ville, et donc ils sont maintenant revenus sur leur habitat originel, mais visiblement le chantier de construction du barrage les avait dérangés et ils étaient partis en expédition. Ils ont fait un petit tour comme ça dans le Yunnan. Bref, après avoir parcouru la moitié de son cours sur le territoire chinois, le Mékong se déverse enfin dans la péninsule indo-chinoise, donc la moitié de son cours en territoire chinois, la deuxième moitié à travers la péninsule indo-chinoise, et il pénètre dans cette péninsule indo-chinoise à seulement 500 mètres d'altitude. Donc vous voyez, il a bien descendu pendant toute cette période, et il s'introduit dans cette péninsule et se déverse dans la péninsule indo-chinoise par les rapides de Tang-Ho, qui étaient considérés avant comme infranchissables. Maintenant, ils ont été dynamités, donc ça règle la situation. En tout cas, c'est devant ces rapides de Tang-Ho qu'en octobre 1867, la mission d'exploration du Mékong, conduite par Ernest Doudard de Lagrée et Francis Garnier, a été contrainte d'abandonner sa remontée du fleuve, entreprise à Saïgon le 5 juin 1866, et l'expédition donc a abandonné la remontée du fleuve et a dû continuer à pied à travers le Yunnan dans des conditions extrêmement difficiles. À l'époque, son chef d'ailleurs, le capitaine Doudard de Lagrée, épuisé par la fatigue et les fièvres, est mort à Kunming, la capitale de la province chinoise du Yunnan, le 12 mars 1868, et c'est son second, Francis Garnier, qui a ramené l'expédition à Saïgon. C'est aussi Francis Garnier qui s'est occupé de rédiger le rapport de cette commission d'exploration du Mékong avant de publier le voyage d'exploration en Indochine, dont vous voyez la couverture sur la gauche, et j'en ai aussi un exemplaire. Donc, vous avez à droite une photo des membres de l'expédition qui a été prise à Angkor lors de leur escale pendant d'une durée de 3 semaines à Angkor en août 1866. Francis Garnier est à l'extrême gauche avec les jambes croisées. Doudard de Lagrée est au centre en pantalon blanc. Après ces rapides de Tang-Ho qui sont maintenant dynamités, le Mékong n'a plus rien du torrent impétueux qui a dévalé du plateau tibétain à travers le Yunnan, et son cours commence à présenter d'assez longs biefs navigables, mais qui restent toutefois entrecoupés de rapides, souvent dangereux, comme on voit sur ce dessin qui a été réalisé au cours de la mission d'exploration du Mékong par Louis de Laporte, enseigne de vaisseau choisi par Doudard de Lagrée pour ses talents de dessinateur et de cartographe. Et c'est à ce même Louis de Laporte que revient le mérite d'avoir fait connaître l'Arc-Mer en Europe, enfin du moins en France. Après avoir quitté le territoire chinois, le Mékong forme une frontière naturelle, comme on a vu, entre la Birmanie et le Laos sur presque 250 km, au terme desquels il est rejoint par son affluent de rive gauche, la rivière Roak, qui, elle, sépare la Birmanie de la Thaïlande. Le confluent du Mékong et de la Roak forme le fameux triangle d'or, avec la Birmanie au nord du Roak, le Laos au nord du Mékong
et la Thaïlande au sud des deux eaux. La photo du confluent au centre a été prise depuis la ville de Chiang Saen, depuis une colline qui surplombe la ville de Chiang Saen sur la rive thaïlandaise. Après avoir été au cœur du trafic de l'opium dans les années 70, Chiang Saen est aujourd'hui une petite ville tranquille. On y vient, quand on y vient, surtout pour visiter les vestiges des temples qui l'ornaient lorsqu'elle était au XIe et XIIe siècle la capitale d'une des premières principautés siamoises établies sur le sol thaïlandais. On y vient aussi quelquefois pour traverser le Mékong, un petit peu à la sortie de Chiang Saen, sur un pont qui relie la ville de Hue Sai, le port fluvial de Hue Sai au Laos. Et ce port fluvial est celui à Hue Sai par lequel on embarque pour une croisière de 2 jours sur le Mékong en direction de Luang Prabang. Alors, donc, en aval de Chiang Saen, le Mékong forme donc une courte frontière entre le Laos et la Thaïlande sur une 50aine de kilomètres, puis il entame une longue section qui coule uniquement au Laos. C'est dans cette partie laotienne que la photo que vous voyez à l'écran a été prise. En fait, elle a même été prise au niveau de Pak Bung, là où on passe la nuit quand on fait cette croisière de 2 jours depuis le Triangle d'Or jusqu'à Luang Prabang. On s'arrête donc, les bateaux n'ayant pas de cabine, on s'arrête pour passer la nuit dans un des hôtels de Pak Bung. Et le lendemain, on reprend la navigation. Donc là, nous sommes à une journée de navigation du Triangle d'Or et à une journée de navigation de Pak Bung. Dans ce tronçon, les effets de la multiplication des barrages sur le Mékong ou sur ses affluents commencent déjà à se faire sentir. Et en effet, les alluvions restent bloquées par les barrages et le déficit de nutriments entraîne le déclin de la flore aquatique, entraînant celui de la faune. Le Mékong, normalement, abrite 1300 espèces de poissons différents, mais déjà, depuis la mise en service des barrages chinois, enfin en Chine, il y a une vingtaine d'années, les poissons sont déjà moins nombreux et plus petits. En outre, les poissons migrateurs ne peuvent plus rejoindre leur zone d'alvinage et se raréfient, tandis que plusieurs espèces endémiques sont en danger d'extinction, dont le poisson-chat géant du Mékong, le légendaire pabeuk des contes laotiens, vit dans le tronçon entre Chiang Saen et Luang Prabang. Il peut atteindre les 3 mètres de long et sa pêche jadis nourrissait tout un village, comme vous voyez sur la photo au centre. Aujourd'hui, il est protégé et s'ils en attrapent un, les pêcheurs sont censés le relâcher. À une journée de navigation en aval de Pak Bung, le Mékong reçoit son affluent de rive droite, la rivière Nam U. La rivière Nam U prend sa source tout au nord du Laos, près de la frontière chinoise, et depuis un millénaire, ce confluent est sacré. Il est vénéré aussi bien par les Lao que par les Thailus, et au fil des siècles, les pèlerins ont déposé des milliers de statues de Bouddha dans les grottes qui le surplombent. Alors pourquoi cette dévotion pour ce confluent entre le Mékong et la rivière Nam U? Eh bien, ça s'explique par le fait que, alors que leurs ancêtres reculaient devant l'expansion chinoise en Chine méridionale, ils se sont arrêtés
ils ont emprunté la vallée de la Nam Ou et la vallée du Mékong pour s'infiltrer dans la péninsule indochinoise, toujours en quête de nouvelles terres propices à la riziculture. Et grâce aux belles plaines alluviales qui s'ouvrent en aval de ce confluent de Pakou, leur longue migration venait d'atteindre son terme. Ils avaient enfin retrouvé leur terre promise. Et donc, les Taïlus se sont établis sur la rive occidentale du Mékong, tandis qu'au XIVe siècle, les Lao ont choisi Luang Prabang sur la rive orientale, à une trentaine de kilomètres en aval de Pakou, comme première capitale de leur premier royaume, le royaume de Lansang, le royaume du million d'éléphants. Donc, l'ancienne capitale royale a été édifiée sur une péninsule dominée par le mont Poussi, lui-même couronné d'un stupa doré, et cette péninsule donc est formée par le confluent de la rivière Namkhan et du grand fleuve Mékong que vous apercevez dans le fond. L'ensemble du site de Luang Prabang donc a été inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1995. En effet, cette ancienne capitale royale abrite un patrimoine monumental et architectural remarquablement préservé. Et qui plus est, ce patrimoine remarquablement préservé donne à voir une synthèse absolument unique entre tradition Lao, de construction en bois, influence chinoise et architecture coloniale. Donc un style très très original. Et en prime, c'est l'ensemble de la péninsule avec son environnement naturel qui a été inscrit au patrimoine mondial, car comme vous le voyez, le centre historique, donc qui est délimité par le Mékong, la rivière Namkhan et le mont Poussi, s'inscrit en parfaite harmonie dans son environnement naturel, qui est fait de ces paysages montagneux qui enserrent la ville comme dans un écrin verdoyant. Luang Prabang, en dehors de sa beauté formelle, joue aussi le rôle de gardienne des traditions culturelles, religieuses et artistiques Lao. La ville compte encore 35 monastères encore en activité, parmi lesquels à gauche le Wat Sien Tong, qui date de 1560 et qui est le plus ancien monastère de la ville. Donc le culte bouddhiste, les rites, les fêtes qui s'y rattachent sont toujours vivants et pratiqués assidûment à Luang Prabang, en particulier le Nouvel An Lao, les 13, 14, 15 avril, qui est célébré par la procession de la statue du Prabang. C'est un Bouddha d'or fin qui donne son nom à la ville et qui est aussi le palladium du Laos. De même, la quête des bonzes a lieu tous les jours. Chaque matin à l'aube, les bonzes sortent de leur monastère et parcourent la ville en procession avec leur bol à aumône pour recevoir des mains des laïcs dévots qui les attendent prosternés le long des trottoirs de la nourriture qu'ils se partageront ensuite lors de leur unique repas du jour de retour dans leur monastère. À Luang Prabang, en raison de la construction de barrages, le niveau d'eau ne fluctue maintenant quasiment plus. En effet, la plus grosse retenue d'eau, engendrée par le barrage de Sayaburi mis en service en 2019 à 100 km en aval de Luang Prabang, cette immense retenue d'eau fait que maintenant l'étiage est quasiment le même tout au long de l'année à Luang Prabang et l'ancienne capitale royale est comme au bord d'un lac. Auparavant, le Mékong entrait en crue vers la fin avril sous l'effet conjugué de la fonte des neiges dans l'Himalaya et des premières pluies de mousson. Le niveau d'eau
monter régulièrement durant toute la saison des pluies jusqu'en octobre pour ne commencer à baisser qu'en novembre et atteindre son étiage le plus bas en mars, à la fin de la saison sèche. Désormais, à Luang Prabang, le Mékong ne connaît plus de base d'eau en saison sèche et les riverains, qui avaient coutume de profiter de la riche terre alluviale des berges pour faire une récolte supplémentaire lors des basses eaux, se trouvent privés d'un apport vivrier important maintenant. Certes, les berges de la Nam Can offrent encore une petite bande de terre exploitable pour des cultures maraîchères de décrue, comme vous voyez sur ces photos, mais ce n'est donc ça c'est sur la Nam Can, mais ce n'est pas comparable aux superficies qu'offraient les berges du Mékong lors des basses eaux. Bon, ceci dit, quand on fait la croisière, on s'en trouve plutôt bien parce que quelquefois, je garde quelques souvenirs cuisants d'avoir traversé ces berges du Mékong au moment des basses eaux en débarquant d'une croisière. Même avec simplement mon bagage à main, je l'ai trouvée un peu trop grande à mon goût. Pourtant, malgré les inquiétudes des populations locales, donc qui se trouvent privées d'un apport vivrier important, le Laos a mis en service plusieurs autres barrages depuis 2019 et Sayaburi, dont vous voyez l'emplacement sur cette carte, et de nouveaux projets sont en cours de réalisation, dont un entre Luang Prabang et les grottes de Pak U, et un autre barrage est en projet là au niveau de Pak Bung que nous avons vu tout à l'heure. De fait, le Laos, arrosé par le Mékong sur 1865 km, considère le fleuve comme la clé de sa croissance future, en fait. Et selon ses propres termes, il ambitionne de devenir la batterie de l'Asie du Sud-Est et d'exporter quelques 20 000 mégawatts annuels vers ses voisins d'ici à 2030. En 1560, donc pour en revenir aux rives même du Mékong, le roi Setthathirath a fondé la ville de Vientiane, à 330 km au sud de Luang Prabang, face au royaume du Siam, de l'autre côté du Mékong, et il y a transféré la capitale du royaume du million d'éléphants. En fait, il ne reste pas grand-chose de ce passé glorieux, en dehors du grand stupa de That Luang, qui a été édifié en 1566, donc par le roi Setthathirath. En effet, la ville a été rasée en 1827 par les voisins siamois qui ont détruit la ville, et elle n'a été reconstruite ensuite qu'à l'époque coloniale par les Français, après l'instauration du protectorat en 1893. Vientiane, l'actuelle capitale donc du Laos, s'étire en longueur sur la rive droite du Mékong, et à la sortie de l'agglomération, le plus ancien des 4 ponts de l'amitié lao-thaïlandaise, qui a été inauguré en 1994, la relie à la ville thaïlandaise de Nong Khai. Vous voyez en tout petit, juste au-dessus de Vientiane, Nong Khai sur la carte. Donc ça, c'est la ville thaïlandaise où arrive le pont qui permet de rejoindre le Laos au niveau de Vientiane. Il y a encore 2 autres ponts, donc en dehors de celui qui vient du Triangle d'Or jusqu'au port fluvial de Hue Sai dans le nord du pays. Nous avons un 2e pont à Vientiane, le plus ancien, un autre au niveau de Takek vers le sud du Laos et un autre à Savannakhet, là déjà encore assez vers le sud. Donc en aval de Vientiane, le Mékong reste la frontière, continue à former la frontière avec la Thaïlande sur un très très long tronçon,
et qui n'est enjambé que par 2 ponts, à Takek et à Savanaket. Et juste avant que le Mékong ne repasse complètement en territoire laotien, la navigation sur ce très long bief depuis Vientiane jusqu'à un petit peu au-delà de Savanaket est interrompue par les rapides de Mukdahan. Et ces rapides de Mukdahan empêchent toute navigation vers le Laos méridional et la ville de Paksé. Et il faut attendre d'être arrivé à Paksé pour pouvoir à nouveau naviguer sur le Mékong. On peut embarquer pour une navigation de 2 à 3 heures en direction de Champasak ou voir si on a plus de temps, continuer la navigation, toute une journée de navigation, plus une journée pour explorer les régions de la frontière à la frontière avec le Cambodge. C'est aussi possible, le Mékong est navigable de Paksé jusqu'à la frontière avec le Cambodge. Et donc, on a parlé de Champasak en fait, historiquement, toutes ces régions du Laos méridional font partie du Mont Khmer et à Champasak s'élève justement un des sanctuaires les plus prestigieux du Cambodge ancien, le temple de Wat Phu, qui a été fondé au IVe siècle et qui a été continuellement agrandi et embelli par les rois d'Angkor qui sont venus régulièrement en pèlerinage jusqu'au XIIe siècle. Ce haut lieu de l'identité khmer est édifié au pied d'une montagne que vous apercevez sur la photo de droite, c'est le Pukao. Ce Pukao est surplombé d'un linga naturel, une pierre phallique qui ressemble au linga, un linga naturel, donc le symbole phallique du dieu hindouiste Shiva. Et l'ensemble, y compris donc la montagne et son sommet, avec son linga naturel, ont été classés par l'UNESCO au patrimoine mondial en 2012. Aujourd'hui, ce sanctuaire de Wat Phu n'est plus dédié à Shiva, il a été converti au bouddhisme et il reste extrêmement vénéré par les Lao. En novembre, il y a tous les ans la grande fête de Wat Phu, qui est une fête bouddhiste. Et dernière chose, ce site de Wat Phu fait actuellement l'objet d'une nouvelle campagne de fouilles archéologiques menée en collaboration avec l'école française d'Extrême-Orient. Et il y a eu récemment, il y a quelques mois, un documentaire sur France 5 à propos des toutes dernières découvertes archéologiques que l'on a faites à Wat Phu et dans les environs. Je sais que ce documentaire est encore disponible en replay sur France 5. Donc, si vous voulez avoir la dernière actualité et des vues sur les très beaux trésors en or qui ne sont pas encore présentés au musée de Wat Phu, donc qui est aussi en cours de réaménagement pour présenter ces toutes récentes découvertes. Le bief de Paksé, dont nous parlions tout à l'heure, se poursuit encore en aval de Champasak et de Wat Phu. Le Mékong s'élargit alors jusqu'à atteindre les 10 km de large et se transforme en un vaste archipel fluvial à l'approche de la frontière avec le Cambodge. C'est la région de Sipandon, les 4000 îles. C'est ce que signifie le terme Sipandon, 4000 îles. Bon, la plupart de ces îles, qui sont en réalité une centaine, sont petites et inhabitées, mais les 3 îles principales, l'île de Kong, la plus grande, l'île de Det et celle de Kon, la plus bucolique, abritent des villages dont les habitants sont tout autant agriculteurs que pêcheurs. Donc vous voyez des rizières sur l'île de Kong, en bas à gauche, et vous voyez un pêcheur pêcher à l'épervier, donc dans cette région de Sipandon,
en haut à droite. L'archipel de Sipandon s'achève avec les chutes de Khon. C'est une succession de cascades qui constituent cette fois un obstacle infranchissable qui mettent un terme donc au bief de Paksé Champasak et qui constitue un obstacle absolument infranchissable pour la navigation et qui marque la frontière avec le Cambodge. À l'écran, vous avez simplement 2 de ces cascades. Il y en a toute une série, il doit y en avoir 6, si je ne m'abuse. Donc, à gauche, vous voyez la cascade de Lipi qui termine l'île de Khon, et à droite, c'est la cascade de Khon Papeng. Khon, donc comme c'est écrit au-dessus, K-H-O-N-E, Papeng, P-H-A-P-H-E-N-G. C'est ici qu'en 1866, 3 mois après son départ de Saigon, la mission d'exploration du Mékong, conduite par Ernest Doudard de Lagrée, donc, avait dû abandonner ses 2 canonnières pour poursuivre la remontée du fleuve en pirogue. Ironie du sort, parce que le principal objectif de cette mission était d'établir la navigabilité du Mékong en direction de la Chine pour le commerce. Donc en pirogue, on ne fait pas beaucoup de commerce, et c'est pourquoi au temps du protectorat, les Français avaient construit 6 km de voies ferrées pour faire franchir aux marchandises la rupture de charge constituée par les chutes de Khon et relier le bief de Paksé Champasak au Cambodge en aval. Les vestiges de cette voie ferrée et même la locomotive sont toujours visibles sur l'île de Khon, donc côté laotien, la plus bucolique de ces 2 îles, malgré ses vestiges simili-industriels. Ceci dit, après son entrée au Cambodge, le cours du Mékong est encore perturbé par des rapides, les rapides de Sambor, qui sont certes navigables, mais qui demandent quand même un peu de technique aux pilotes qui s'y engagent. Il ne faut pas non plus prendre ça à la légère. Ce tronçon de 190 km de la frontière laotienne à la ville cambodgienne de Kratie abrite l'un des derniers habitats du dauphin de l'Irrawaddy, un dauphin d'eau douce menacé d'extinction qui vit dans certains grands fleuves d'Asie du Sud-Est, l'Irrawaddy en Birmanie, la Mahakam à Bornéo et donc le Mékong. Le dauphin de l'Irrawaddy a complètement disparu du Laos. Le dernier spécimen qui vivait dans le bassin transfrontalier s'est éteint il y a environ 7-8 ans. Mais au Cambodge, sa population qui avait commencé à s'effondrer dans les années 70 en raison de la guerre et de la pêche, a recommencé à augmenter depuis les années 2000 grâce à un encadrement strict des méthodes de pêche, ce qui n'a pas été fait au Laos, et à des efforts considérables de protection, ce qui n'a pas non plus été fait au Laos. Aujourd'hui, on dénombre près d'une centaine de dauphins de l'Irrawaddy dans les rapides de Sambor, ce qui en fait la plus importante colonie de dauphins de l'Irrawaddy au monde. Ce dauphin, comme vous voyez sur la photo de gauche, ressemble au beluga, mais en fait, génétiquement, il est plutôt proche de l'orque. C'est un carnivore, son espérance de vie est de 30 ans. Adulte, il peut atteindre les 2,50 m à 3 mètres et peser jusqu'à 150 kg. En aval des rapides de Sambor, le Mékong devient enfin parfaitement navigable, et ce jusqu'à son embouchure en mer de Chine méridionale. Mais avant cela, le fleuve arrose Phnom Penh, qui a été édifié dans un site remarquable du point de vue géographique et hydrologique. En termes pratiques, la capitale du Cambodge ne s'est vraiment développée qu'après l'instauration du protectorat en 1853, et elle ne renferme pas de monuments très anciens,
à part le stupa de Wat Phnom que vous voyez au centre et qui date de la fondation de la ville au XIVe siècle. À gauche, vous voyez des bonzes qui déambulent devant l'enceinte du palais royal qui a été édifié à partir de 1870. Et à droite, c'est le musée national qui date lui aussi de l'époque coloniale, du tout début du XXe siècle, mais qui abrite une somptueuse collection d'art khmer à ne surtout pas manquer. En fait, bon, du point de vue Mekong, du point de vue géographique et hydrologique, donc Phnom Penh a été édifié dans un site remarquable entre le confluent du Mekong avec un cours d'eau appelé Tonle Sap et à moins d'1 kilomètre de là, de ce confluent, le début du delta, quand le Mekong se divise en 2 bras pour donner naissance à un premier défluent, le Bassac. Donc c'est une configuration déjà relativement rare d'avoir un confluent et à moins d'1 kilomètre de là, le début d'un delta. Mais c'est surtout ce qui est étrange, c'est et qui rend remarquable cet endroit, c'est que le Tonle Sap, c'est un cours d'eau donc navigable d'environ 230 km qui relie la région de Phnom Penh et le Mekong à un immense lac appelé Tonle Sap lui aussi. Et ce cours d'eau Tonle Sap est le lieu d'un phénomène hydrologique unique au monde. Ce cours d'eau présente la particularité d'inverser son cours 2 fois par an, en mai et en novembre. En mai, quand le Mekong entre en crue, son débit augmente et ces eaux ne parviennent plus à s'écouler vers l'aval. Phnom Penh est à une altitude de 9 mètres au-dessus du niveau de la mer et la mer de Chine méridionale est très très peu profonde au niveau des bouches du Mekong, ce qui fait que les eaux du Mekong peinent à s'écouler et donc elles vont refouler les eaux de la rivière Tonle Sap et la crue du Mekong va en fait se déverser dans le lac Tonle Sap qui va alors passer d'une superficie de 2700 km² à 12 000 voire 15 000 km² selon le niveau de la crue. Les eaux du Mekong qui sont riches en limon vont inonder et fertiliser les rives du lac qui pourront être avantageusement et sans grand effort, sans irrigation en tout cas, cultivées quand l'inondation va se retirer au moment des basses eaux. En outre, les nutriments charriés par les alluvions contribuent à l'abondance de phytoplancton dans les zones de forêt inondées, comme vous voyez en bas à gauche, ce qui favorise la reproduction, qui attire les poissons migrateurs pour la reproduction et qui favorise la croissance des poissons. Résultat, le lac Tonle Sap est une exceptionnelle, très très riche réserve de pêche. Sur le lac, donc, on trouve des villages lacustres, faits de maisons flottantes, qui abritent des communautés qui vivent essentiellement de la pêche et de la pisciculture, car sous ces maisons flottantes se trouvent d'immenses nasses faites en filets, où des poissons donc sont gardés captifs et nourris en plus des nutriments apportés par le lac, tandis que les habitants des villages de maisons sur pilotis établis sur les rives du lac, eux, sont tout autant agriculteurs que pêcheurs. L'inondation saisonnière est aussi à l'origine de l'extraordinaire biodiversité du lac, qui a été reconnue réserve de biosphère par l'UNESCO en 1997. Plus de 200 espèces de poissons migrateurs viennent frayer dans la forêt inondée que nous avons vu tout à l'heure.
et de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, dont plusieurs sont menacés, comme la grue Antigone à gauche, le pélican à bec tacheté, l'ibis géant ou le marabout viennent y nicher chaque année. Aussi, ça n'est pas complètement un hasard si l'Empire d'Angkor a pris son essor sur les rives du Tonlé Sap, à la limite de la plaine d'inondation. Vous voyez le site d'Angkor, qui se trouve donc au nord du Tonlé Sap, à la limite de la plaine d'inondation, au pied d'une chaîne de montagnes, les Koulones, d'où coulent plusieurs rivières permanentes, en prime donc de l'eau apportée par le lac. Les autres rectangles rouges, ce sont des villes avec des sanctuaires extrêmement importants du Cambodge angkorien. Donc, ce site d'Angkor a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, patrimoine de l'humanité en 1992, et surtout, il a été le siège des capitales impériales du 15e siècle du 9e siècle au 15e siècle. Lorsqu'en 802, Jayavarman II se proclame souverain universel, empereur, dieu roi à Angkor, l'Empire Khmer se limite à peu près aux frontières du Cambodge actuel, mais à son apogée au XIIe et XIIIe siècle, il contrôlera à peu près toute la péninsule indo-chinoise, comme vous voyez en jaune sur cette carte. Et donc, l'essor de cet empire a reposé sur le développement à Angkor d'un système hydraulique sophistiqué qui a permis une grande extension des terres cultivables, de là l'essor démographique, de là la prospérité, l'expansion territoriale, etc., etc. Donc, la capitale impériale, Angkor, qui se devait d'illustrer l'immense puissance atteinte par les dieux rois angkoriens, les souverains khmers, a été d'une part conçue à l'image de la cité divine, telle qu'elle est décrite en tout cas dans les textes sacrés sanscrits, mais aussi, donc, on y a édifié des temples d'État, des temples montagnes, pour déifier chacun de ses souverains. Et ces souverains angkoriens successifs se sont fait déifier dans des temples de plus en plus colossaux et à la décoration de plus en plus foisonnante. À l'écran, donc, vous avez à droite des Devata, ces divinités mineures qui ornent les murs d'Angkor Wat, mais il y en a des milliers dans Angkor Wat, donc là seulement 2. Angkor Wat, le temple d'État du roi Suryavarman II, édifié dans la première moitié du XIIe siècle, est au centre. Et à droite, vous voyez 2 des visages de Bouddha qui ornent les tours du Bayon, le temple d'État consacré au tout début du XIIIe siècle par Jayavarman VII, le premier roi bouddhiste d'Angkor, de l'Empire d'Angkor. Auparavant, la religion d'État, avant Jayavarman VII, la religion d'État était l'hindouisme, centré en particulier autour du culte de Shiva. Mais au XIVe siècle, le vieil empire commence à vaciller, d'une part au fur et à mesure de l'expansion territoriale des royaumes voisins, siamois et vietnamiens, les deux commencent à prendre leur essor et à s'affirmer. En outre, une longue période de dérèglement climatique qui va faire alterner des périodes de sécheresse sévères, parfois pendant plusieurs années, et des épisodes de supermousson qui vont provoquer des inondations cataclysmiques. Cette longue période
de dérèglement climatique va endommager gravement le système hydraulique qui avait fondé la puissance d'Angkor. Alors, avec l'essor du commerce maritime, l'antique capitale va être progressivement délaissée au profit des rives du Mékong qui, elles, sont accessibles aux bateaux de haute mer de l'époque. Justement, on se trouve dans une période où le commerce maritime connaît lui aussi un grand essor au début du XVe siècle. Et donc, les bateaux de haute mer de l'époque pouvaient arriver, remonter le Mékong jusqu'au niveau de Phnom Penh. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il faut emprunter des navires de navigation fluviale, bien entendu. Les centaines de temples d'Angkor, 200 officiellement au total, sont abandonnés à la ruine et à la jungle. Comme ici à gauche, vous voyez Bung Milia, un contemporain d'Angkor Wat, ou à droite, le monastère bouddhiste de Taprom, qui a été fondé à la toute fin du XIIIe siècle par notre fameux Jayavarman VII. Les capitales cambodgiennes reviennent donc vers les rives du Mékong, en particulier à Phnom Penh, qui est certes une capitale fondée une ville fondée au XIVe siècle, mais qui n'est devenue capitale que tardivement, mais qui maintenant est bien ancrée dans son rôle de capitale, car elle est admirablement située au confluent donc du Tonlé Sap et du Mékong, juste avant que celui-ci ne se divise en deux bras navigables jusqu'à la mer, le Bassac et le Mékong inférieur. Alors pourquoi ce confluent est important? Parce que quand en novembre le débit du Mékong diminue, la rivière, le cours d'eau Tonlé Sap peut à nouveau inverser son cours. Et de fait, en novembre, il se remet à couler depuis le lac en direction de Phnom Penh, et la crue du lac se déverse petit à petit dans le Mékong au niveau de Phnom Penh, en entraînant dans son sillage des milliers de poissons. Ce second retournement des eaux donnait lieu dans le temps à des pêches miraculeuses, en particulier lors des pleines lunes de novembre et de décembre, quand le courant est encore assez fort. Bon, depuis une vingtaine d'années, l'équilibre de l'écosystème du Tonlé Sap est lui aussi impacté par les effets de la multiplication des barrages sur le Mékong ou ses affluents, et par quelques épisodes à nouveau de dérèglement climatique, et la quantité de poissons amenée par le second retournement des eaux a drastiquement chuté. Mais enfin, ça rendait la situation de Phnom Penh particulièrement avantageuse pour le peuple khmer, car 70% de son apport en protéines est constitué par le poisson, et en particulier le poisson du Tonlé Sap. À 70 km en aval de Phnom Penh, sur les rives du Bassac, donc ce premier défluent du Mékong, juste avant la frontière avec le Vietnam, la petite ville d'Angkor Boré a été la capitale du premier royaume khmer indianisé, le Funan, qui a dominé le sud du Cambodge et le delta du Mékong du 1er au 6e siècle. Le plus ancien monument en pierre bâti au Cambodge, l'ashram Maha Rosé, a été édifié à Angkor Boré au 6e siècle de notre ère. Vous en voyez le toit à l'image, de style encore très indien, mais le site d'Angkor Boré a aussi livré une très très belle statuaire, tant bouddhiste qu'hindouiste, qui est maintenant exposée au Musée national de Phnom Penh. Les sculptures que vous voyez à l'écran donc viennent du musée, ont été photographiées dans le musée de Phnom Penh. Je sais, en principe c'est interdit, mais bon, si personne ne vous voit. Donc la tête de Bouddha, elle date du 6e, 7e siècle, et la tête de Bouddha que vous voyez à gauche
est encore très proche du canon indien, tandis que la statue du dieu hindouiste Vishnu à droite, elle est une iconographie typiquement khmer, d'une part en raison de son arc de soutien, qui fait partie des tentatives de recherche menées par les Khmers vers la sculpture en ronde bosse proprement dite, et non pas le très haut relief ou la semi-ronde bosse, non, ronde bosse pure, entièrement détachée dans l'espace. Donc les premières tentatives ont été accompagnées de cet arc de soutien typique de la sculpture pré-angkorienne. Et vous voyez aussi une iconographie de Vishnu à 8 bras. Bon, d'accord, il n'a pas conservé ses 8 bras, mais on voit encore les emplacements des bras qui ont été brisés. Et donc, Vishnu à 8 bras, c'est aussi une représentation de Vishnu universel, répandu, très répandu au Cambodge et quasiment inconnu en Inde. Donc, voilà, lorsque le Mékong et le Bassac entrent au Vietnam, chacun d'eux se ramifie encore pour former un immense delta d'environ 40 000 km². Ils deviennent les bras antérieurs, Tien Giang pour le Mékong, et postérieurs, Ho Giang pour le Bassac, d'un fleuve qui est rebaptisé au Vietnam Cholong, les 9 dragons, d'après le nombre d'embouchures par lequel le Mékong est supposé se jeter dans la mer de Chine méridionale. Mais quand on compte les branches du Mékong qui atteignent effectivement la mer, on ne trouve jamais 9 embouchures, sauf à regarder sur des cartes datant du début du XXe siècle. En effet, entre l'alluvionnement et l'érosion marine, le delta est en perpétuelle évolution. Des îles se propagent, des bras apparaissent, puis se comblent, des embouchures s'ouvrent, puis s'ensablent. Bref, les dragons bougent. On peut dire comme ça. Ils sont censés donc être 9. Les Khmers appellent le delta du Mékong Kampuchea-Krom ou Cambodge d'Aval, où dès les premiers siècles de notre ère, leurs ancêtres avaient fondé ce royaume pré-angkorien du Funan, florissant du 1er au 6e siècle de notre ère, dont nous venons de parler. Dans les années 40, un archéologue français, Louis Malray, a découvert dans le delta du Mékong les vestiges d'un grand port, Okeo, qui était relié par un canal à la capitale Angkor Boré, qu'on a vu tout à l'heure et qui, elle, se trouve de l'autre côté de la frontière, côté Cambodge. Okeo entretenait des échanges avec la Chine, avec l'Inde, avec les îles de la Sonde, avec la Perse et même avec Rome. On y a trouvé des monnaies romaines. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel dans un port, même en Asie du Sud-Est. Mais par contre, ce qui est unique à Okeo, c'est qu'on a trouvé aussi des intailles romaines et encore plus originales. On a trouvé des copies locales d'intailles romaines avec des divinités hindouistes en lieu et place des dieux romains. Donc, des rapports avec l'Inde. Alors, le site d'archéologie avec Rome, le site archéologique d'Okeo ne donne pas grand-chose à voir aujourd'hui, à part des soubassements de sanctuaires. Il parle difficilement, mais par contre, les innombrables objets, les milliers d'objets qu'il a livrés sont exposés au musée d'histoire de Ho Chi Minh Ville, ainsi qu'au musée d'histoire de Hanoï et au musée des beaux-arts de Ho Chi Minh Ville, si vous voulez les découvrir. Et ces pièces témoignent du raffinement et du cosmopolitisme, donc avec mon histoire d'un taille, de la culture indianisée du Funan. Là, à l'écran, vous avez quelques bijoux. À gauche, à nouveau un Vishnu qui était lui à 4 bras. Bon, il ne lui en reste que 2.
et il est reconnaissable aussi à sa mitre, typique de l'iconographie pré-angkorienne. Et à droite, vous avez une pièce exceptionnelle qui est au musée de Hanoï et qui est un Bouddha en bois, là de style encore très très indien. Malheureusement pour les Khmers, au XVIIe siècle, un roi cambodgien eut la malencontreuse idée d'offrir la région de Prénokor, l'actuel Ho Chi Minh Ville, qui était un port cambodgien à l'origine, et il a offert cette Ho Chi Minh Ville, donc Prénokor, à la famille de son épouse, une princesse vietnamienne du clan Nguyen, régnant à Hue, et à cette occasion, il a autorisé l'installation de colons vietnamiens dans le delta du Mékong. Les Khmers ont été rapidement submergés et la situation s'est aggravée à l'arrivée des Français qui ont joué des antagonismes interethniques pour s'implanter plus facilement dans le delta et y fonder en 1867 la colonie française de Cochinchine, laquelle, à l'indépendance, en 1954, a finalement été réintégrée dans la République du Sud-Vietnam, aux grandes dames, bien entendu, du Cambodge et des Khmer Krom qui avaient soutenu l'action des Français dans le delta du Mékong. Aujourd'hui, sur une population totale de près de 25 millions d'habitants dans le delta du Mékong, il ne reste plus qu'environ 3 millions de Khmer Krom qui vivent surtout dans la partie occidentale du delta, dans la région de Vinlong, Can Tho, Soc Trong ou encore dans la presqu'île de Kamao. Dès l'époque du Funan, des canaux avaient été creusés pour drainer les terres marécageuses du Mékong et empêcher les sols de s'allumer avec les remontées d'eau de mer, une entreprise qui s'est poursuivie sous le règne des Nguyen, puis à l'époque coloniale. Aujourd'hui, le Mékong, ses tributaires et les canaux forment un maillage serré de voies d'eau dont près de 25 000 kilomètres sont toujours navigables. Bien qu'ils soient toujours navigables, ces 25 000 kilomètres de voies d'eau, ils sont maintenant, du moins pour ce qui concerne le transport des marchandises, pas pour les croisières bien entendu, mais pour le transport des marchandises, ils sont concurrencés par le développement du réseau routier. C'est pourquoi les marchés flottants, comme celui de Kairang sur le Bassac près de Can Tho, ou celui de Cai Be, près de Mito, sur un défluent du Mékong, sont aujourd'hui moins animés que par le passé. Mais avec ces fertiles terres alluviales, le delta du Mékong fournit toujours 60% de la production de riz et 40% de la production agricole du Vietnam. La pêche est aussi une activité majeure, ainsi que l'aquaculture et la pisciculture. Vous en avez un exemple à droite avec ces fermes piscicoles flottantes. Il y a à nouveau des grandes nasses installées sous les maisons, mais en fait ce ne sont pas des maisons d'habitat, ce sont des fermes piscicoles, donc avec des grandes nasses en dessous dans le lit du fleuve, et on alimente les poissons prisonniers de cette nasse depuis la ferme piscicole, en plus des nutriments charriés par les alluvions du Mékong. Enfin, du Bassac en l'occurrence, puisque là nous sommes à Cho Doc, donc près de la frontière avec le Cambodge. Donc sur la photo en bas à droite. Mais le delta est en train de sombrer. Trop de sable a été prélevé pour la construction des villes du Sud qui sont en plein essor économique et démographique, comme Can Tho, Vinlong, Mito ou encore Sadek, où Marguerite Duras a grandi. De plus, la plupart des mangroves qui permettaient la sédimentation des alluvions et protégeaient les côtes de l'érosion marine ont été défrichées pour l'élevage des crevettes en bassin.
Aujourd'hui, avec un débit réduit par la multiplication des barrages et un taux alluvionnaire en chute libre, les bras du Mékong ne parviennent plus à empêcher l'imprégnation des terres par le sel. Le grenier à riz du Vietnam est menacé et vous voyez, certaines régions ont déjà commencé à expérimenter des nouvelles cultures, à délaisser la riziculture pour expérimenter de nouvelles cultures comme les fleurs, par exemple ici à Sadek, la patate douce, bon c'était moins glamour comme photo, moins sympa, l'ananas, le jute, etc. Bref, le Mékong, ce fleuve mythique qui a été le berceau de nombreuses cultures et de civilisations brillantes, le refuge d'une faune et d'une flore, d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle, le fleuve nourricier de millions de riverains, ce Mékong est en déclin. Aux effets de la multiplication des barrages sur le Mékong et ses affluents s'ajoutent ceux du changement climatique, ainsi que les méfaits de la pollution résultant de la déforestation et des activités minières en particulier. Les défis sont nombreux, humains, sociaux, économiques, politiques, environnementaux et même patrimoniaux. Nous l'avons vu avec la construction de barrages au Laos qui font disparaître certains sites et des marqueurs culturels des peuples thaïs, comme les cultures maraîchères de décrue. Bon, et ces défis sont de plus en plus complexes à fur et à mesure que l'on progresse vers l'aval du fleuve. Je suppose que les populations locales, comme elles ont déjà commencé à le faire, qui ont largement de toute façon démontré leur capacité de résilience, sauront s'adapter aux changements qui se profilent. Mais en ce qui vous concerne, si vous souhaitez découvrir des paysages encore authentiques ou des modes de vie ancestraux, il ne faut plus tarder à visiter ces très belles régions du Mékong, tout le bassin du Mékong. Là, la photo de gauche a été prise à Sipandon, au sud du Laos, tandis que la photo de droite a été prise au mois de mars l'année dernière au Cambodge, au niveau de la ville de Kratie. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette petite présentation et je vais rallumer le chat si vous souhaitez poser des questions à propos de ce que je vous ai présenté. À moins que Tania ait quelque chose à ajouter. Alors déjà Catherine, je voulais vous remercier pour cette belle conférence. Oui, Bon, effectivement, moi j'ai présenté rapidement en fait les voyages, mais là, voilà, là on voit, on sent en fait la beauté en fait de cette région, la richesse du patrimoine donc de cette région et les beautés naturelles. Et effectivement, on a appris beaucoup de choses grâce à vous. Effectivement, oui, effectivement, il y a beaucoup de constructions au Laos, beaucoup de routes, des chemins de fer, il faut faire vite. Voilà, donc oui. Il faut en profiter. Il faut aller voir ces pays rapidement. Maintenant. Donc, je vous laisse la parole. Enfin, du moins, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, Catherine et moi, nous sommes là pour vous répondre. Non. Non, bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de... Alors, attendez, oui, d'accord, ok. Ah, pourquoi faut-il se dépêcher? Eh bien, parce que justement, la Chine a déjà mis en service un grand nombre de barrages sur le Mékong et donc le Laos est en train de la suivre dans cette voie et donc
la multiplication de ces barrages sur le Mékong lui-même ou sur ses affluents modifie le cours du fleuve, modifie son taux alluvionnaire décline puisque les alluvions sont retenus par les barrages, donc la flore et la faune pâtissent du manque de nutriments que les alluvions n'amènent plus. Les paysages donc aussi sont bouleversés par l'apparition des vastes retenues d'eau qui se créent derrière les barrages. Certes, les barrages ont des écluses, ça ne nous empêchera pas de naviguer sur le Mékong, du moins dans les parties où il est navigable, dans les parties où c'est un torrent impétueux, là on ne va pas s'y risquer, mais dans les parties navigables, les barrages auront des écluses bien entendu et on pourra toujours naviguer, mais les paysages n'auront pas, les gorges en particulier n'auront pas le même côté vertigineux qu'elles ont encore actuellement. De plus, ces retenues d'eau peuvent submerger certains sites ou faire disparaître certaines traditions, comme je l'ai évoqué, les berges, les cultures maraîchères de décrue sur les berges du Mékong, qui étaient vraiment un marqueur culturel des peuples thaïs et qui était très impressionnante à Luang Prabang. À Pak Bung aussi, c'était très impressionnant parce que le Mékong à Pak Bung l'étiage pouvait varier de 40 mètres. C'est une partie assez étroite du fleuve, comme on l'a vu sur la photo, et donc le niveau pouvait monter ou descendre de 40 mètres. Donc ça faisait de larges berges assez escarpées, certes, mais qui permettaient de faire des cultures de décrue, cultures maraîchères de décrue, des cacahuètes, des trucs comme ça. Et puis aussi, parce qu'avec le développement de cette modernité, eh bien les modes de vie ancestraux qui sont tout à fait fascinants pour nous, c'est peut-être moins sympathique à vivre pour les habitants locaux, mais sont en train d'évoluer. Ils sont en train de devenir un peu plus comme nous, un peu moins dépaysants. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait se dépêcher avant que cette région exceptionnelle ne soit plus simplement qu'un décor. Voilà. Alors, on a pas mal la dame qui m'avait posé la question me répond. Eh bien, écoutez, si personne d'autre n'a de questions. Il y a quelqu'un qui nous demandait une explication sur la croisière, les 2 jours de croisière sur le circuit Laos. Alors oui, effectivement, Catherine en a parlé aussi. Je ne sais pas, Catherine, tu es en train de suivre en fait les questions dans le petit chat. Donc, voilà. Alors il y a Monsieur Girard. Voilà, il y a Monsieur Girard qui nous a demandé, enfin qui nous dit qu'il a raté l'explication sur les 2 jours de croisière, donc sur le circuit Laos. Donc là, cette croisière, vous voyez, on atterrit dans la ville thaïlandaise. Enfin, après un transit à Bangkok, on arrive dans la ville thaïlandaise de Chiang Rai. Donc, après une nuit dans l'avion, on va dormir une nuit à Chiang Rai. Et le lendemain, on va se rendre par la route en direction du Triangle d'Or, où on va traverser le Mékong sur le pont dont je vous ai parlé, qui relie la rive thaïlandaise à Chiang Kong au port fluvial laotien de Hue Sai. On le voit ici sur cette petite carte. Et là, à Hue Sai, dans ce port fluvial, on va embarquer pour une croisière de 2 jours. Mais c'est une croisière au cours de laquelle on ne dort pas sur le bateau. Le premier jour de navigation, on navigue en direction de Pak Bung, que l'on a vu en photo. À Pak Bung, on débarque, on dort une nuit dans un hôtel et le lendemain, on réembarque et on poursuit pour la croisière, pour une journée de navigation en direction de Luang Prabang avec une escale aux grottes de Pak U, au confluent du Mékong et de la rivière Nam U.
Et c'est des journées de navigation à peu près de 7 heures, en fait, hein, Catherine, Oui, hein. à peu près, oui. On part vers 8-9 heures le matin, selon la saison, hein. Parce que 8 heures le matin au mois de novembre, il ne fait pas nécessairement très chaud dans ces régions montagneuses. Donc, on peut partir plutôt vers 9 heures pour ne pas mourir complètement frigorifié et gâcher un peu le plaisir. Ensuite, le soleil se couche vers 18 heures. Donc, on essaie toujours d'arriver avant le coucher du soleil. On déjeune sur le bateau, mais par contre, on dîne et on dort à Pagbang. Tout Et à ensuite fait. à Luang Prabang. Je vois Marianne qui dit merci Catherine. Merci Marianne de m'avoir écouté. À très bientôt. Alors, oui, il y a d'autres questions. Alors, dans le petit onglet questions, en fait, Catherine, il y a d'autres questions de Monsieur Jean-Louis Chapelle, hein. Donc, on a répondu à Monsieur Girard. Voilà, me voilà sur 4. Alors, quel parcours pour suivre le périple et les traces de ce qu'il en reste de l'expédition de Doudard de Lagrée? Ah, là, il va falloir faire beaucoup de voyages, Monsieur Chapelle. Parce que l'expédition menée par Doudard de Lagrée est partie de Saïgon en juin 1866. Ils ont remonté par différents bras le Mékong jusqu'à Phnom Penh. Et à Phnom Penh, donc, ils ont emprunté le cours d'eau Tonlé Sap pour aller passer 3 semaines dans le site archéologique d'Angkor. Donc voilà, déjà il faut le Saïgon, le delta du Mékong, remonter le delta du Mékong jusqu'à Phnom Penh, ensuite continuer jusqu'à Angkor. Bon, on n'est pas obligé d'y rester 3 semaines comme ils l'ont fait. Ensuite, il faut revenir pour continuer à remonter le Mékong en direction de la frontière laotienne. Là, on ne pourra pas continuer au-delà de Kratie en bateau. Il faudra continuer par la route. Et là, il faut remonter tout le Laos. Alors, en remontant par la région de Sipandon, Champasak, Paksé, Savanaket, Takek, Vientiane, et de là, continuer. Bon, là, eux, ils n'ont pas pu le faire avec les canonnières. Ils ont dû les abandonner. Ils l'ont fait en pirogue. Ils ont remonté le Laos comme ça. Tout le Mékong dans son cours laotien jusqu'à la partie donc où il arrive à la fin de la péninsule indo-chinoise, au rapide de Tang Ho, à la frontière entre la Chine, la Birmanie et le Laos, le deuxième triangle d'or, si on veut. Et là, ils ont dû abandonner les bateaux. Ça ne pouvait plus du tout passer. Et même si les rapides de Tang Ho ont été dynamités, ça ne rend pas le Mékong navigable pour autant dans sa partie chinoise. Et là, ils ont continué à pied à travers le Yunnan. Et donc, ça leur a pris encore plusieurs mois pour traverser tout le Yunnan à pied en direction de Kunming. Donc, il faut faire plusieurs voyages. Un grand voyage au Laos, un voyage dans le delta du Mékong et Saïgon, un voyage au Cambodge et un grand voyage au Yunnan. 2 jours de croisière. Hein. Doudard de Lagrée était capitaine de frégate, soit était un, donc officier un est appelé commandant et non capitaine, qui est le dernier. Ah, excusez-moi. Là, Monsieur Lénard, je suis désolé. J'aurais dû dire capitaine de frégate. Je le note tout de suite j'ai un crayon. Je vais corriger ça définitivement. Merci beaucoup de cette information. Capitaine. Mais écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clore cette conférence. Eh bien, merci pour cette information et pour votre attention. Et puis, j'espère vous rencontrer si nous ne nous connaissons pas encore ou vous retrouver avec grand plaisir au cours d'un voyage prochainement
dans ces très belles régions. Catherine, merci beaucoup et merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Donc voilà, très belle journée à vous. Merci à tous et si vous avez Merci. des questions, n'hésitez pas à contacter le service client. Tout à fait, nous sommes là pour répondre. Évidemment. Merci à tous. Merci Catherine. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.